Nous n'allons pas partir comme des voleurs. C'est par ces mots que le général Foucault, commandant les forces françaises au Mali, ponctuait sa dernière interview à nos confrères du journal Le Monde. 10 mois après les premières frappes sur le Mali par les forces armées françaises, où en est-on réellement sur le terrain? Nous poserons aujourd'hui la question à Michel Galli, politologue et professeur à l'Institut des Relations internationales. Monsieur Galli, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous signez un ouvrage aux éditions La Découverte qui s'intitule La guerre au Mali, dans lequel vous décrivez les premières phases de l'opération. Où en est-on réellement aujourd'hui? Est-ce que la guerre au Mali est terminée ou est-ce que nous entrons tout simplement dans une Xème phase? Alors c'est vrai que le commandant en chef, comme on disait pour Bush, donc François Hollande à Tombouctou, est venu dire au fond la mission est accomplie, mais ça c'est à l'usage du citoyen français, mais en fait les militaires disent actuellement, peut-être un peu off, qu'ils sont là pour 10 ou 15 ans. Donc en ce moment il y a une opération d'envergure, 1500 hommes, l'opération Hydre, avec la MINUSMA, donc la force internationale, et les forces maliennes reconstituées. 1500 soldats français? Non, un tiers, dit-on, on n'a pas tous les renseignements, pour traquer un peu les djihadistes aux frontières nord du Mali. Ce qui veut dire qu'il reste des groupes djihadistes sur le territoire malien, alors qu'effectivement, la déclaration de François Hollande, on s'en souvient, à Tombouctou, peu après la prise de la ville par les contingents français et maliens, laissait penser que le travail était fait et effectivement rappelait le mission accomplished de George Bush en son temps. Tout à fait. Ça n'est pas le cas. C'est pas le cas parce que la dénomination de groupe terroriste est quand même un peu inadéquate, on va dire diplomatiquement. En fait, vous voyez, et vous le savez puisque vous avez été au Mali, il y a des sympathies, notamment par exemple les villages wahhabites autour de Gao, ou peut-être les 10 ou 15% de la population de Bamako qui suivent ce rituel au fond de l'islam malien, et qui ne sont pas tous violents, mais qui ont des sympathies évidentes envers, par exemple, la proposition d'une charia pure et dure, et voire d'un État islamique. Donc, ce qui est en contradiction totale avec le projet franco-malien voilà. sur le sol malien. Est-ce que vous avez la sensation que les militaires français et maliens ont d'ores et déjà renoncé à éradiquer ces groupes islamistes sur le terrain? D'autant plus, effectivement, qu'ils se sont dispersés, alors à la fois à l'intérieur du pays, tout simplement, ils ont changé, si je peux dire, de look, ils sont revenus dans les villages, voire peut-être dans la capitale, en attendant, mais ils se sont surtout dispersés dans les pays alentours, d'où ils venaient, au sud de la Libye, en Algérie, au Niger. Ceux qui sont venus de plus loin, comme Boko Haram au Nigeria, ont pu rentrer chez eux, et ils sont prêts, éventuellement, à revenir sur le sol malien, voire à continuer le conflit dans les pays fragiles, comme justement le Niger, par exemple. François Hollande avait promis que les 3000 soldats français qui sont encore sur le territoire malien verraient leur contingent largement diminué à la fin de l'année 2013. Est-ce que c'est toujours réaliste aujourd'hui? Alors non, effectivement, l'objectif, c'était de laisser un contingent d'environ 1 millier d'hommes, et on en est loin, puisqu'il y a une phase, au contraire, d'ampleur. L'opération Hydre est quand même de grande ampleur, relativement. Et d'autant plus que la MINUSMA, cette force internationale, est à peu près à mi-chemin. Au lieu de 12 500 hommes, il y en a environ 6 000. On dit maintenant qu'elle serait à 9 000. Alors, tant sur le plan militaire que sur le plan économique, les 3 milliards d'euros prévus par l'Union européenne pour la reconstruction du Mali, il y a malheureusement des effets d'annonce qui ne se sont pas entièrement concrétisés. Alors, qui n'a pas tenu ses promesses? Bon, alors c'est les pays africains, surtout. Vous savez que le contingent tchadien était le plus opérationnel, puisque le nord du Mali ressemble un peu au nord du Tchad. Le contingent tchadien qui était intervenu au nom du Tchad, comme la France au nom de la France au début de la crise, et qui désormais est intégré à la MINUSMA, donc sous béret bleu. Oui, mais Idriss Déby est réticent ou se fait prier. Il y a une sorte d'île politique, on reconnaît son régime qui est pour le moins autoritaire en échange d'une aide au Mali et peut-être bientôt en Centrafrique d'ailleurs. Par ailleurs, vous savez, les autres contingents de CEDEAO, donc d'Afrique de l'Ouest, à la fois, ce n'est pas des fautes de guerre, tout le monde le sait, et puis ils sont habitués à un environnement côtier, donc les milieux désertiques du Nord Mali, on ne peut pas dire qu'ils soient très opérationnels. Donc les forces françaises Serval
et les forces à la MINUSMA viennent en appui de l'armée malienne qui est quasi inexistante, qui est en train d'être reconstituée. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'armée française est condamnée à rester au Mali alors qu'elle est appelée sur d'autres fronts? On pense à la République centrafricaine, non? Condamnés, effectivement. Est-ce qu'ils sont condamnés à rester au Tchad depuis 30 ou 40 ans avec l'opération Épervier? Est-ce que la base militaire française d'Abidjan va disparaître? On est condamné par ce sorte de système de gouvernance, au fond, ouest-africain, et en même temps, on peut être très réactif, envoyer des milliers d'hommes en quelques jours, alors qu'il y a des bases militaires où il n'y en a pas. Je vous rappelle, dans le cas du Mali, depuis l'indépendance, il n'y avait pas de base militaire française. Finalement, est-ce qu'on n'est pas face à un paradoxe, en tout cas en matière de politique de défense? On se souvient de Nicolas Sarkozy qui avait annoncé la fermeture des bases des forces prépositionnées en Afrique, avec un allègement notamment des forces au Sénégal, puis en Côte d'Ivoire. Et finalement, aujourd'hui, François Hollande réimplante l'armée française au Mali, là où elle n'était pas, comme vous venez de le dire, depuis l'indépendance. Alors, vous avez tout à fait raison, et d'autant plus qu'il n'y a pas d'autre solution. Certains analystes, comme moi-même, on n'était pas très enthousiasmés par une énième intervention Libye, Côte d'Ivoire, Mali. Et puis on voit qu'il n'y a pas d'autre intervention. Il n'y a pas de force de l'Union africaine, il n'y a pas de force autonome de la CEDEAO. Il y a malheureusement, je dirais, toujours besoin d'une force occidentale et française, puisqu'on est quand même bien seul. Il n'y a pas ni de force américaine, sauf en appui logistique. Il n'y a pas de force européenne qui nous ont un peu laissé tomber. Donc on est seul et la zone de conflit s'étend depuis le Sahara occidental jusqu'au sud de la Libye, jusqu'en Somalie. Vous voyez cette sorte de fracture tectonique, comme dit le politologue Jean-François Bayat, ouest-est, qui est hors de portée de l'armée française toute seule. Est-ce que vous êtes surpris par le fait que finalement l'Union européenne, si tant est qu'il y a une défense européenne, ne se soit pas impliquée de manière plus ferme dans ce conflit malien, alors qu'il se présente en tout cas concerné par ces questions? Comment ça se fait? Oui, tout à fait. Alors, il faut bien dire que, vu de l'étranger, nombreux sont les conflits qu'on peut appeler néocoloniaux dans lesquels on est impliqué, qui sont vus comme, au fond, une continuité de la politique française dans le précaré. Je prends par exemple la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça n'est Mali. qu'une perception ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce que finalement c'est la continuation de la politique française, africaine des dernières décennies? Tout à fait, parce qu'il y a ce que j'appelle une doctrine Monroe à la française où les décideurs pensent que toute cette Afrique, notamment francophone, ce fameux précaré, est une base notamment économique. Disons qu'on on monopolise en quelque sorte les matières premières. Pour autant, ce n'est pas le cas du Mali où, comme vous savez, au nord Mali, s'il y a des traces de minerais, voire de pétrole, ce n'est pas du tout le cas, comme par exemple au Niger, l'uranium d'Arlit, qui est très important pour la France. On sait pourtant qu'il y a du minerai au Mali, il y a de l'or notamment. On sait que le Mali est le troisième pays producteur d'or au monde. Est-ce que c'est une explication de l'intervention française au Mali? Bien sûr que non. D'ailleurs, c'était pas au début, en tout cas, visé par les djihadistes, puisque Kay, c'est un peu à l'ouest du Mali. Mais ça serait insuffisant. C'est une cause géopolitique. Tout d'un coup, comme vous le savez, en janvier 2013, tous ces groupes djihadistes qu'on croyait plus ou moins divisés se sont réunis, ont fait alliance pour descendre vers Bamako, où il y avait quand même des milliers de Français. Et puis, un État islamique aux portes quand même du Sahara, c'était inacceptable pour le gouvernement français. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est réaliste de livrer au peuple malien une nation reconquise, maître de son territoire, et qui peut regarder vers l'avenir avec un sentiment de sécurité et la perspective d'un terrain tenu par une armée malienne, même soutenue par des armées africaines ou la MINUSMA? Est-ce que c'est réaliste ou est-ce que finalement on s'engage dans une opération qui durera encore des décennies? Votre description optimiste, là, c'est un peu de la politologie fiction, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est des élections libres où Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta a été élu à près de 80%, donc ça c'est très important. Parce qu'il y a un État malien en reconstruction. Pour vous, c'est un vrai bond. Oui, tout à fait, parce que c'était la légitimité même de l'État malien à travers la gouvernance à Manitou Mani Touré, l'ancien président, la corruption, des élections truquées, comme ailleurs malheureusement en Afrique. C'était cette légitimité qui avait disparu, vous voyez, donc c'est en reconstruction. Mais en même temps, bien que le président en question, j'ai eu des entretiens avec lui, récuse le terme de mise sous tutelle, c'est quand même quand vous avez des milliers de militaires français, ouest-africains, les 3 milliards d'euros dont je parlais pour la reconstruction seront surveillés par une armada, évidemment, d'ingénieurs, de coopérants. On ne peut pas dire en même temps... Essentiellement français?
Oui, sans doute francophone en tout cas. Donc vous parlez d'une mise sous tutelle du Mali par la France finalement, autant sur le plan politique que sur le plan Par la France, sécuritaire. par les puissances extérieures. Donc le pouvoir d'Ibeka est fort en son centre, faible en ses périphéries, fort politiquement, relativement faible au point de vue militaire. Il y a le fameux général Sanogo qui est toujours quelque part autour du pouvoir malien. Donc sa position est quand même un peu délicate sur beaucoup de plans. Une mise sous tutelle de l'État malien, autant sur le plan militaire que sur le plan économique, pour une guerre au Mali qui n'en finit pas et qui ne promet pas de se terminer tout de suite. C'était l'entretien de France 24. Monsieur, merci infiniment. Merci à vous. Restez avec nous.